À tous et à chacun. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que je n'ai pas fait un certain nombre de contentieux, comme l'affaire de la Moco Cadiz, l'Erika, le procès du Rhin, les procès aux États-Unis aussi contre les multinationales. Je ne les ai pas faits tout seul. Je les ai faits aussi avec quelqu'un avec lequel je suis marié, qui est Corinne Lepage. Ça vous dira certainement quelque chose. J'ai l'habitude de dire qu'à deux, on fait trois. Voilà, exactement, les choses sont simples. Et je voulais vous le dire en entrée, c'est qu'on ne fait jamais les choses tout seul. Mais surtout, je voulais que cette conférence soit un échange, qu'il y ait par la suite des questions de votre part. Parce que, de façon assez claire, ce dont je vais parler, c'est votre avenir. C'est plus seulement le mien, moi j'ai fait mon temps. Je pense qu'il y a des relais, je vais continuer autant que possible. Mais vraiment, ça nous concerne de façon la plus importante qui soit, puisque nous avons traversé, semble-t-il avec succès, mais on peut en parler, la crise du Covid, mais la crise à laquelle nous sommes attachés actuellement, qui est la crise climatique, je vous en parlerai plus en détail, je ne vais pas vous effrayer, je ne suis pas là pour ça. Je voulais vous dire que plus la crise est grande, plus les réponses sont possibles, et je pense que je vous donnerai des idées, et que c'est vous qui construirez. Je suis là pour ça. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Alors, ça vous paraît peut-être bizarre que je consacre cet exposé sur ce qu'on appelle la part du droit climatique par rapport à d'autres vecteurs de progrès sur cette question, qui sont les vecteurs économiques, les vecteurs biologiques, etc. Parce qu'en réalité, vous allez voir, ce n'est pas dans la préoccupation des États, et encore pire celle de la société internationale, avec quelqu'un que nous connaissons bien et dont la lettre commence par un grand T, qui, à mon avis, n'est ni universel ni éternel, mais enfin, actuellement, on est secoué de façon considérable, avec un retour en arrière sur le droit de l'environnement, et le droit de l'environnement, pour moi, c'est un droit qui est attaché pas seulement à la protection des petits oiseaux, mais à votre santé, à la santé aussi, de façon claire et précise. Je vous parlerai tout à l'heure, dans quelques instants, des effets du climat sur la santé. Ça vaut vraiment la peine d'y jeter un coup d'œil. Alors, comme je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de spécialistes de droit dans cette noble assemblée, je vous dirai quand même pourquoi le droit. Parce qu'il faut simplement se mettre d'accord sur une chose, c'est que le droit est une contrainte. C'est une science, mais c'est une contrainte. La morale individuelle, c'est la conscience. La morale commande effectivement à notre conscience, et c'est elle qui nous dirige, mais elle nous dirige avec les institutions aussi en même temps. Il y a ce qu'on appelle l'éthique, mais elle n'est pas contraignante, l'éthique. L'éthique, elle recommande un certain nombre de conceptions. Pour les grandes entreprises, on verra qu'effectivement, le droit des entreprises en matière climatique retourne un peu vers l'éthique plutôt que vers le droit, et c'est la société civile qui l'a fait bouger. Alors, après avoir rappelé quelles réalités auxquelles nous avons à faire face, aujourd'hui et demain, on verra combien est faible sur un phénomène universel la réponse du droit international. C'est très faible. Le droit international ne contraint pas. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Et après ça, vous verrez aussi que la politique des États, comme je vous l'ai dit aussi, n'a été, malgré tout, qu'une réaction à la demande de la société civile. Les États, je viens de le dire, je crois, s'occupent du court terme, ne s'occupent pas du tout de demain, ni quoi que ce soit. Je dirais même de l'environnement. D'ailleurs, c'est contraint et forcé par les juges que le droit de l'environnement a fait son essor en France et en Europe, et même aux États-Unis aussi. On verra ça tout à l'heure. La grande décision de la Cour suprême de 2007 sur les problèmes des gaz à effet de serre, je vous en parlerai tout à l'heure, a lancé la mode du contentieux climatique. Après ça, je vous montrerai comment et par quels moyens la société civile peut agir et quels sont en gros les résultats, parce que c'est ça qui est le plus important, et quelles sont effectivement les mesures et les leçons concrètes qu'on peut en tirer. Alors, je vous dirais que sur la crise actuelle,
elle a 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est d'être universelle, incontestable et sérieuse. La deuxième caractéristique, c'est que la crise est une réalité complexe. Et troisièmement, qu'elle est dans une évolution menaçante. Et alors, sur le premier point, je ne vais pas vous abreuver, mais tout le droit climatique repose sur ce qu'on appelle les travaux du GIEC, le groupe international sur les études climatiques. Je ne vais pas aller dans les détails, je vous répondrai, j'ai travaillé beaucoup avec eux, et puis j'ai étudié la façon de travailler. Ce sont des chercheurs qui sont dans le monde entier, et il y a plusieurs lectures, de relectures, de contrôle. Il y a autrement dit une base scientifique, et monsieur, avec un grand T, il nous fait rigoler, excusez-moi, mais enfin, on peut demander qu'on enlève le mot climat du vocabulaire américain. La science, elle est là, et elle continue. Et nous avons en France un haut conseil qui s'appelle le Haut Conseil pour le climat, qui fait des recommandations périodiques. Donc la base de ce que je vous dis est objectivement vérifiable. Et c'est, à mon avis, c'est très immoral, c'est même grave d'ailleurs, c'est même à mon avis un cas de responsabilité, de considérer que le climat c'est un canular, comme il disait le monsieur, et que pratiquement on a le droit d'être climato-sceptique. Oui, vous avez le droit d'être climato-sceptique, mais vous avez le droit de boire de l'alcool, mais vous n'êtes pas obligé de conduire en même temps. Donc il faut être clair sur le sujet, c'est incontestable. Les éléments que nous avons dans les travaux du GIEC, il y a les mesures d'évolution, je vous donnerai quelques chiffres, mais il y a surtout un contrôle et une recommandation aux États. Et pratiquement, il se passe actuellement une conférence internationale à Belém, vous avez entendu parler, ce qu'on appelle les COP, je vous en dirai un petit mot. Et actuellement, à Belém, certains États essayent de boycotter. Les États-Unis, la Chine ne veut pas y aller, mais pourtant elle fait beaucoup de travail. Le Brésil est très actif. Je crois que l'Inde n'est pas représentée. Mais vous avez sur la planète environ 192 États, et dont l'Union européenne, si on le compte comme État. Et en fait, ce n'est pas parce qu'il en manque 3 qu'il n'y ait pas une leçon qui soit donné au monde entier. Et donc, par conséquent, ce qui se passe à Belém nous intéresse, et je vous en parlerai si vous avez des questions à poser. Je ne peux pas aller dans le détail, parce que je ne peux pas vous dire dans le détail ce qu'ils font, je suis actuellement, mais je vous le dirai. La réalité est complexe, parce que, en réalité, si vous voulez, vous avez derrière tout ça une sorte de crise de civilisation. En fait, il y a des gens qui tirent dans un sens, il faut arrêter le progrès scientifique, il faut arrêter le capitalisme, il faut arrêter... ça tire dans tous les sens. Et donc, ça prouve bien que, effectivement, ça nous interpelle. Mais moi, je voudrais vous dire très rapidement, je vous donner quelques chiffres pour vous éclairer. Les responsables des gaz à effet de serre, y compris le CO2 et surtout le méthane aussi, l'agriculture 10%, les déchets 3%. Et quels sont les plus gros émetteurs? La Chine. Curieux, parce qu'en même temps, c'est les États très peuplés aussi, 30%. L'Union européenne, 8 à 9%. Enfin, nous, on fait à peu près, la France doit faire 1%, quelque chose de genre, ou un peu moins de 1%. Mais ça n'empêche pas qu'on pose le problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas parce que ça se passe ici qu'on ne peut pas faire quelque chose sur l'ensemble. L'Inde, c'est 7%, la Russie, 5%, qui veut tout ignorer, d'ailleurs aussi au passage, mais ça leur retombera sur la tête, parce que dans les projections qui sont faites à 50 ans, pratiquement, l'Asie va énormément souffrir, et aussi ce qui est au nord du côté de la Sibérie, puisque actuellement il y a ce qu'on appelle le dégel du permafrost et l'émission de gaz méthane de façon considérable, et que la Russie, qui fait semblant de s'intéresser à autre chose, va avoir des difficultés considérables. Donc, je ne fais pas de politique, si j'ose dire, mais je sais où ça se passe quand même, où ça ne passe pas. Alors, pourquoi c'est complexe? Parce que ça a des effets extraordinaires pour nous sur les risques et les assurances. Les inondations répétées à Valence, dans le nord, il y a des régions qui sont complètement bloquées pratiquement.
Les assurances ne veulent plus assurer. Je vous donnerai des illustrations, j'en ai des quantités, mais je ne veux pas vous abreuver de détails. Je vais vous donner des idées pour effectivement qu'on puisse dialoguer tout à l'heure. Deuxièmement, l'influence sur l'économie. Ce qui m'avait passionné, moi personnellement, c'est que les chiffres qui sont donnés par les économistes sont d'une clarté limpide. Et en fait, ça va nous coûter extrêmement cher de ne rien faire en matière de climat. Les économistes, les grands chercheurs de Harvard, que n'aime pas M. T, ont calculé qu'une hausse de 2% par une diminution moyenne du pouvoir d'achat de 31%, soit un niveau équivalent à celui qui a été constaté pendant la Grande Dépression de 1929. Donc, il y a cet aspect-là. Les économistes ont calculé aussi que le coût de ne rien faire, et c'est absolument considérable. Et ça, je pourrais vous donner des chiffres tout à l'heure. Ça se chiffre en milliards de dollars, bien entendu, le fait de ne pas bouger. Et ce qui m'interpelle le plus actuellement, c'est les effets sur la santé. Les effets sur la santé, pardon. Et, comment dirais-je, il n'y a pas deux types de chaleur qui augmentent, la chaleur sèche et la chaleur humide. Cette dernière a fait son entrée dans l'agenda climatique avec le 6e groupe d'experts du climat dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une étude anglaise qui s'appelle le Lancet et qui n'hésite pas à nous prouver qu'environ, à cause du réchauffement, c'est des centaines de milliers de morts par an. Ça, c'est tout à fait clair. Et il y a une doctrine qui est très intéressante qui fait qu'il faut relier la santé individuelle, la santé publique, avec l'environnement. Il y a une doctrine qui s'appelle One Health, c'est-à-dire qu'il y ait une seule santé pour la planète. C'est très intéressant, et ce sont des travaux universitaires. Alors, après vous avoir parlé de la réaction de la science, je voudrais faire un petit point sur quelque chose qui m'a interpellé, c'est les évolutions. Il y a le laboratoire de Potsdam, qui est dirigé par un Suédois qui s'appelle le professeur Högström, qui nous a calculé quelles étaient les limites à ne pas dépasser sur un certain nombre de secteurs. Il a établi 9 thématiques. La quantité de polluants, après ça, les trous dans la couche d'ozone, le réchauffement climatique en tant que tel, l'érosion de la biodiversité, aussi mesurée que possible. Sur ces 9 points, le professeur nous dit que 7 sont franchis, mais que les 2 premiers sont respectés grâce au problème de la couche d'ozone. Il y avait une convention internationale, vous vous souvenez qu'il y avait des trous dans la couche d'ozone et que pratiquement l'industrie et le droit international a réussi à faire quelque chose, ce qui prouve que tout n'est pas noir et qu'on peut arriver à faire quelque chose. Et c'est ce que je voudrais essayer de vous démontrer. Je crois qu'il ne me faut pas d'assistant, mais j'ai pris des papiers par sécurité, donc vous me pardonnez. Alors, allons au cœur du problème du droit. Faiblesse du droit international, faiblesse du droit interne. Alors, la faiblesse du droit international, elle est structurelle. Vous savez que normalement, le droit international, normalement, théoriquement, dans la République française, se prime sur le droit interne à condition que l'État français ait ratifié. C'est l'article 52 de la Constitution, si j'ai bonne mémoire, 51, je crois. Mais autrement dit, ça veut dire que les États sont un peu maîtres d'adopter des grandes conventions internationales. Par exemple, il y a eu un échec extraordinaire au Japon sur le problème de l'amiante dans les océans. La convention sur amiante a complètement échoué grâce au groupe de pression américain. Évidemment, on les retrouve toujours sur ces choses-là. Et d'autre part aussi, il y a par exemple des grandes conventions internationales, nous appelons ça dans notre jargon les conventions multilatérales. Les conventions multilatérales, elles ont effectivement pris un sérieux coup dans le nez, puisque pratiquement un certain nombre d'États se sont mis à ne pas ratifier, à s'opposer aux grandes institutions internationales, l'Organisation mondiale du commerce,
de la marine marchande, enfin, etc., l'OMS, etc., et toutes les institutions internationales sur l'alimentaire. Bon. Et alors, le droit international, en fin de compte, ça s'applique si on veut, d'une certaine façon, si les États veulent. Mais il y a eu quand même des conventions internationales sur le climat. Au moment de Rio, en 1992, il y a une grande convention sur la biodiversité. J'ai oublié de vous dire aussi que la biodiversité, qui est conjointe avec le problème du climat, fait l'objet d'études très approfondies d'un organisme international qui progresse énormément, qui s'appelle l'IPBES, c'est-à-dire l'Institut pour la protection de la biodiversité. C'est un institut fait sur le modèle du GIEC. Et je vois que quand on regarde les conventions qui se tiennent, effectivement, il y a un certain nombre de progrès là-dessus. Il n'y a pas ce qu'il faut pour la santé encore pour l'instant. Mais si on regarde la Convention particulière du climat de 1992, elle nous dit que, effectivement, les parties doivent adopter des plans de réduction, ce qu'on appelle les contributions nationales, les CNDP, contributions nationales sur la diminution, chaque année au cours de COP, conférence des parties. La plus importante était celle de Paris de 2015, 15 décembre 2015, qui a dit de façon unanime, attendez, ça veut dire 192 États qui ont voté ça. Et ça a été ratifié à l'ONU après ça, quelque temps, même si M. Trump, pour ne pas le nommer, vient de se retirer. Mais ce n'est pas grave, après ça, il y aura quelqu'un d'autre. Mais, comment dirais-je, cette convention est extrêmement efficace et extrêmement utile, mais elle a quand même des défauts. Elle a des défauts très importants. Le premier, c'est qu'on vote dans la Convention, les règles ne sont prises qu'à l'unanimité. Alors, il suffit d'un seul malin pour faire sauter. Donc, autrement dit, je préfère que un certain nombre d'États n'y aillent pas s'ils sont opposés, puisque les autres participants, à 190, ils vont dire quelque chose. Et là, ce qui est au cœur de la discussion de Belém, c'est la diminution des hydrocarbures et la protection de la forêt du Congo, la grande forêt amazonienne, qui sont des grands absorbeurs de gaz à effet de serre. Mais donc, l'unanimité, ce n'est pas facile à régler. Deuxièmement, il y a une règle qui est très dure, qui consiste à dire que pour tout le monde entier, il y a des responsabilités communes, mais différenciées. Alors, les États occidentaux sont dans les favorisés. Et est-ce que ceux qui sont moins favorisés doivent imiter ceux qui sont favorisés 1 000 milliards de dollars? C'est lent à venir, mais ça vient pour effectivement éviter que ces États tombent dans les mêmes errements que nous avons connus sur le progrès à tout prix et le développement inconsidéré de la pollution atmosphérique. Et comment dirais-je? La dernière chose qui m'avait choqué, c'est pour ça qu'on vient au contentieux et au juge, l'appel au juge, c'est qu'en réalité, il y a un paragraphe 3, article 3, paragraphe 5, qui nous dit à peu près la chose suivante. Il dit « En aucun cas, les efforts climatiques des États ne doivent contrarier le commerce international. » Donc, par conséquent, il y a une règle, puis il y a une dérogation. Donc, par conséquent, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut enfler sur la dérogation à proprement parler, et, comment dirais-je, mais ce n'est pas tout. C'est que le gratiné, excusez-moi, c'est la politique des États, je vous l'ai dit, enfin je crois. Dans le Code de l'environnement, qui est mon code chéri en principe, il y a un article 229.1 qui vous dit la chose suivante, c'est très élégant. La lutte contre le réchauffement climatique est une des priorités nationales. Une des priorités. Alors, je fais passer une priorité quand ça me fait plaisir, une autre. Donc, on a beau avoir des textes qui sont d'ailleurs dans différents codes, les transports, l'énergie, ils sont dispersés. Il n'y a pas de droit climatique, il n'y a pas un code climatique en France. Ça n'existe pas. Il y a des éléments dans le Code de l'environnement, dans le livre premier consacré aux droits de l'air, mais il y a des éléments dans le Code des transports et surtout dans le Code de l'énergie pour le problème de la rationalisation de l'énergie. Mais
Il y a pire, c'est que le gouvernement français s'est mis dans la tête de faire une réglementation spéciale pour ce que j'appelle les instruments juridiques de planification. Parmi les mesures retenues, elles se fondent sur le scénario de la trajectoire de réchauffement climatique, ce qu'on va mesurer comment ça a évolué. On appelle ça la TRAC, TRA2C. Mais de manière notable, le Conseil pour le climat s'est saisi, a rendu un avis à propos des plans d'action climatique, et il dit à peu près la chose suivante: il faut absolument inscrire les plans, les PNAC et les TRAC, au niveau législatif et réglementaire, en particulier dans le Code de l'environnement, pour que les dispositions aient un effet. Donc, autrement dit, on n'a pas autour de nous du droit contraignant de façon complète. Et alors, ce qui se passe actuellement, qui est gênant pour nous aussi, c'est le fait que l'Europe recule sur ce qu'on a appelé le Green Deal. Dans les années 2020, l'Europe a été le leader sur le sujet. Elle a fait une loi sur le climat qui est tout à fait importante. Elle a fait modifier 40 à 50 directives. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là. On avait un véritable code de l'environnement qui s'appliquait à nos 27 membres de l'Union européenne, même si certains font les malins, mais ce n'est pas l'importance. Et comment dirais-je, seulement depuis l'arrivée de monsieur que vous connaissez, effectivement, l'Union européenne s'est inclinée en faisant valoir les règles de la concurrence plutôt que les règles de la protection du climat. Seulement, il y a eu un retour de bâton. C'est qu'effectivement, l'Union européenne s'est pris un procès pour le non-respect des dispositions de droit international, c'est le fameux degré 1,5 degré qui est l'objectif sacré de l'accord de Paris. Et, comment dirais-je, on va reparler de tout ça dans quelques temps. Je pourrais vous donner des précisions là-dessus. Ce sont les grandes associations internationales qui travaillent sur le sujet, et ce qui fait que sur l'Union européenne, il y a quand même des petits coups d'avertissement. Alors, la réaction de la société civile, qu'est-ce que ça veut dire quand je parle de la société civile? Ça veut dire la chose suivante, ça veut dire les associations, ça veut dire les villes et les régions aussi. Pourquoi? Parce que quand on fait des procès, c'est extrêmement cher et compliqué. Une association, des individus ne peuvent pas supporter ça. Ça suppose des expertises extraordinaires, des chercheurs, vraiment, comment dirais-je, c'est très lourd à porter. Un contentieux climatique, c'est très lourd à porter, c'est très difficile. Et alors, il y a même certaines entreprises aussi qui, entre elles, critiquent les autres en disant « vous faites du greenwashing », et le Parlement, plutôt le juge, plutôt que le Parlement et l'exécutif. Ben, dans les démocraties, où d'ailleurs le droit de l'environnement évolue le mieux possible, hein, ce n'est pas dans les dictatures que ça évolue. Le meilleur droit de l'environnement, c'était dans le droit de l'Union soviétique de 1923. La Constitution était formidable, mais il n'y avait pas une ligne d'application. Hein. Il y avait un modèle intellectuel, très bien, mais je n'applique pas. C'est la même chose d'ailleurs actuellement dans d'autres sauf la Chine qui a une juridiction climatique d'ailleurs, ce qui est quand même intéressant. Mais quand on regarde le contentieux chinois du climat, c'est des entreprises qui se bagarrent entre elles. Oui, toi, tu as dit que tu avais des bonnes performances, mais ce n'est pas bon pour le climat, etc. Ce n'est pas l'action civile de la société civile. Le parti s'en charge, donc il n'y a pas de problème particulier. Mais pourquoi le juge? Ben oui, je vous dis, l'exécutif, il fait ce qu'il veut quand il veut, le Parlement, il crée une commission, il s'en fout, à la limite, si personne ne le saisit, il ne fera rien. Tandis que le juge, quand il est saisi, il est obligé de statuer et de répondre. C'est ce qu'on appelle le déni de justice. Il peut vous dire que vous êtes irrecevable, que vous êtes nul, que vous n'avez rien compris, mais il doit vous répondre. Après ça, la deuxième chose qui est formidable dans la procédure, qu'elle soit administrative, civile ou pénale, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le contradictoire, c'est-à-dire la méthode scientifique. Le petit a la parole comme le grand, et la vérité peut s'établir en toute lumière et en toute discussion. La troisième chose, c'est que la décision de justice doit être motivée. On est obligé de motiver sa décision, c'est-à-dire de
Ben, si on vous rejette, on vous dit pourquoi, et vous pouvez vous améliorer. Si on accepte, on dit pourquoi. Ce n'est pas irrationnel. Et derrière ça, tout ça, il y a aussi le fait que les décisions de justice se contrôlent entre elles. Il y a une pyramide des tribunaux de première instance, d'appel, Cour de cassation, Conseil d'État, pour ce qui nous concerne, mais il y a aussi le contrôle des tribunaux internationaux. Par exemple, la France est soumise au tribunal de Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, il y a d'autres juridictions dont je vous parlerai tout à l'heure qui jouent un rôle considérable. Alors, si vous voulez, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais je voudrais vous dire deux choses sur le contentieux avant de prendre quelques exemples. C'est l'évolution fulgurante depuis 2007. Il y a environ 3 000 à 4 000 procès dans le monde entier par jour. Par an, excusez-moi. Par an, ce qui est déjà considérable. Aussi bien en Asie qu'en Amérique du Sud, qu'en Amérique du Nord, etc. C'est considérable. Il y a plusieurs rapports de l'ONU sur ce contentieux. Et c'est un contentieux qui touche deux domaines qui nous intéressent, ce que j'appelle la lutte contre l'augmentation des gaz à effet de serre, la réduction, ou après tout l'adaptation. Donc on couvre tous les sujets. Et comment dirais-je, pour aller dans le concret et ne pas vous faire perdre de temps, je voudrais vous montrer que ce qu'il en est du contentieux contre les États et contre les entreprises. Alors il faut bien comprendre que je prends ici la part du contentieux national, c'est-à-dire le juge national qui se prononce sur la question climatique. Et on pouvait très bien dire, premièrement, le juge, ça c'est politique, on s'en fiche. Et donc le juge a incompétence, et ça dépend des politiques. Non, ils n'ont pas dit ça du tout. Et deuxième chose, ce qui a donné le coup d'envoi, c'est l'arrêt de la Cour suprême de 2007 dont je vous ai parlé brièvement. C'est l'État des Massachusetts qui risquait d'être envahi par la montée des eaux, a dit vous ne luttez pas suffisamment contre les gaz à effet de serre et a saisi la Cour suprême des États-Unis qui n'a pas rabattu son jugement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. On n'a pas vu encore qu'il soit revenu en arrière. Vous savez qu'au passage, M. Trump est très menacé par la Cour suprême, même s'il a la majorité, parce que la Cour suprême a mis en cause actuellement le problème des droits de douane. Parce qu'en réalité, le président des États-Unis s'arroge des droits qui sont ceux du Parlement. Et ça, pour un juge, la question de la séparation des pouvoirs, on attend la décision dans les semaines qui viennent, ça pourrait faire basculer toute la politique internationale. Est-ce qu'ils auront le culot de faire ça, l'audace de faire ça? Quelles seront les conséquences d'une telle décision? Faudra-t-il rembourser? C'est pas... Ce qui est intéressant pour nous, c'est ce qui s'est passé en Hollande très rapidement. La Hollande, il y a une association qui s'appelle Urgenda, qui est des citoyens, et qui a demandé à la Cour suprême de Hollande, pour gagner du temps, de dire que le programme de Hollande de la baisse des gaz à effet de serre était insuffisant. Donc ils l'ont obligé de monter le niveau, de passer par exemple de 20% à 25% de diminution. Bon, ça a illuminé les juristes d'Europe, et en particulier Corinne Lepage et moi-même, qui avons monté tout le procès de la Grande Sainte. Il y a eu 4 arrêts du Conseil d'État sur le point suivant. La commune de Grande-Sainte, c'est à côté de Dunkerque, elle est sur des polders. Donc si elle remontait du niveau des eaux, on prévoit 70 cm d'ici 2100, je vous le signale au passage. Elle va être envahie. Donc elle a intérêt à se battre sur la question climatique. Et on a obligé pratiquement, on a demandé au Conseil d'État d'enjoindre à l'État français ce qu'on appelle une trajectoire. Et donc, le Conseil d'État l'a jugé. Il y a eu un certain nombre d'arrêts. Je n'entre pas dans les détails, mais je peux vous le faire, bien entendu. Mais ces arrêts sont extrêmement importants parce que ça a été une contrainte pour l'État, à proprement parler. Mais le dernier arrêt qui vient d'être rendu ces jours-ci, au mois d'octobre, a dit que l'État avait fait son travail en 2021, 2022, 2023. Seulement, ça continue en 2024. Comme le Conseil d'État a été audacieux à un moment donné, il ne veut pas faire de la peine non plus à l'exécutif, il dit bon, on va fermer le dossier, je garde les idées,
Et moi, je vais vous dire quelque chose, on va recommencer demain. Et donc, par conséquent, parce que s'il est un fait, c'est bien la croissance des gaz à effet de serre. Elle est permanente. Vous prenez n'importe quel journal, on dit ça monte sans arrêt, ça monte, ça monte. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais c'est une vérité absolument claire. Alors, le contentieux sur les entreprises, c'est à peu près la même chose. Il y a ce qu'on appelle l'affaire Shell, qui est l'affaire la grande société, qui a quitté d'ailleurs la Hollande parce qu'elle a été condamnée à monter à un certain niveau de réduction des gaz à effet de serre. C'est les hydrocarbures qui sont dans les questions de pollution, dans l'énergie, sont les plus importants. Et diverses décisions ont été rendues, la décision de la Cour d'appel qui a dit je n'ai pas les chiffres pour savoir combien il faut augmenter, mais je vous oblige à un devoir de vigilance. C'est intéressant, ça veut dire que n'importe quel actionnaire, n'importe quelle association peut revenir sur le sujet. Deuxièmement, il y a une décision très intéressante d'une juridiction allemande sur les entreprises. C'est rigolo. Il y a, je crois que c'est un habitant de la Colombie, non, c'est pas la Colombie, mais enfin, je crois que c'est du Chili, qui habite dans la partie montagneuse et qui dit il y a un lac au-dessus de mon village et si ça se réchauffe, je vais être envahi. Donc il a considéré que l'entreprise allemande, qui s'appelle RWE, était responsable d'une partie du réchauffement climatique. Et en effet, il y a un grand chercheur américain qui s'appelle Richard Heede, H-E-E-D-E, qui a calculé quelle est la part de... C'est savant, mais c'est sérieux. La part de chaque activité, chaque industrie. Par exemple, Lafarge, il en prend plein la figure. Total aussi, enfin, etc. La RWE, c'était quand même 0,1%. Alors le tribunal a dit, bah oui, c'est peut-être un 0,1%, mais il y a des questions de principe. Et la question de principe, ils ont considéré qu'on ne pouvait pas faire un lien de causalité absolue entre ces 0,1% et l'effondrement du lac. Donc ils ont gardé le principe, ils n'ont pas condamné à des dommages et intérêts et une remise en état. Et il y a des choses qui sont très concrètes au point de vue du contentieux climatique. C'est ce qu'on appelle le droit de l'évaluation environnementale. Vous savez que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait le dommage environnement. Pour prévenir le dommage environnement, l'instrument juridique qui est le plus important, c'est ce qu'on appelle l'évaluation environnementale. Maintenant, dans les grands plans d'urbanisme, d'aménagement du territoire, il faut une évaluation environnementale. Il faut aussi, dans les lois, depuis la réforme de 90 et d'une ordonnance de 2005, il faut dans les lois qu'il y ait un bilan, une évaluation environnementale. Et la question qui s'est posée, c'était de savoir, est-ce qu'on va mettre la question climatique lisée sur les pétroliers, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui confirme une décision du Royaume-Uni du 20 juin 2024, qui oblige les sociétés pétrolières à prendre en considération les conséquences de leur forage pétrolier, c'est-à-dire le brûlage des gaz. Donc ils disaient, ah oui, mais moi je fais une installation, bon, le brûlage des gaz, c'est pas grave. Donc ça remet au centre de la discussion l'obligation pour l'entreprise de tirer toutes les conséquences de ces pollutions et de ces contributions à l'émission des gaz à effet de serre. Et puis il y a un jugement qui m'a intéressé, qui est tout récent, du tribunal de Paris, du 23 octobre dernier. Je vais dans le plus récent. Le tribunal a indiqué qu'il fallait, en quelque sorte, condamner des présentations et des promesses trompeuses qui étaient de nature à tromper le public. Par exemple, la société Total a déclaré qu'elle aurait l'énergie carbone, la neutralité carbone, d'ici 2050 avec toutes ces sociétés. La société se présente comme l'acteur majeur du groupe énergétique, comme étant au cœur de la stratégie des accords de Paris. La juridiction a considéré que ces affirmations créaient une représentation inexacte de la réalité des activités du groupe, caractérisée par une croissance continue des investissements dans l'énergie fossile. Il s'agissait de cacher ça. C'est ça que ça veut dire, à peu de choses près. Donc c'est très intéressant,
cette jurisprudence sur le greenwashing, on peut montrer qui sont les vrais et qui sont les faux, en quelque sorte. Alors, quel est le message maintenant? J'en ai terminé, j'ai à peu près rempli mon temps de parole. Du juge international, c'est effectivement ce qui se passe, c'est l'appel aux droits humains. Il fallait trouver un fondement. Et la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt 7 avril 2024 dans ce qu'on appelle l'affaire des climats signorinian. Ça veut dire des vieilles grand-mères, les vieilles grand-mères qui sont affectées par le climat. Parce que les Suisses ont calculé que la mortalité des grand-mères était de plus en plus forte. Vous avez mal à résister à la pollution atmosphérique, au réchauffement climatique. La Cour suprême de Suisse avait dit « Ah oui, mais il n'y a pas que les grand-mères, il y a les nouveau-nés. Donc par conséquent, vous n'avez pas intérêt pour agir. » Ils se sont fâchés, ils sont allés à la Cour européenne, et la Cour européenne a dit que c'était un devoir absolu, quelles que soient les circonstances de l'État suisse, d'agir pour la réduction des gaz à effet de serre, quels qu'ils soient. Et donc a fondé ça sur ce qu'on appelle le droit à un climat sain. Ça veut dire qu'actuellement, il y a, au point de vue de ce que j'appelle la doctrine du son que donnent les grandes décisions, il y a des guides qui sont donnés pour les juges inférieurs. C'est très important qu'on puisse reconnaître effectivement. Et puis pour nos juristes, enfin, je n'insisterai pas là-dessus, mais il y a une doctrine chez les juristes qui dit qu'il faut donner à la nature le sujet de droit. Moi, je dis qu'il faut plutôt, ce n'est pas notre culture, je la respecte, mais il faut plutôt parler du droit des générations futures. Un droit des générations futures, c'est quelque chose de très difficile à mettre en œuvre, parce que le droit suppose une sanction. Et comment, en 2300, on va venir nous faire un procès maintenant? C'est aberrant. Donc, l'astuce consiste à considérer qu'on doit renforcer le devoir de vigilance et se projeter, effectivement. Et ça, ces messages de la juridiction internationale est très intéressant. Il y en a un autre qui est très intéressant. Vous avez vu que je vous disais tout à l'heure qu'un certain nombre d'États se considéraient comme non liés à la décision de la Cour de justice internationale. Il faut un protocole spécial de ratification de cette juridiction. La France l'a fait, l'Angleterre l'a fait. On a pris d'ailleurs des procès sur les essais nucléaires, pour parler français aussi au passage. Et les États-Unis n'en veulent pas. Mais la Cour a dit de façon intelligente dans un avis qui a été rendu le 28 février, je crois, je vous donne la date, 23 juillet, 2025, elle a été saisie par l'Assemblée générale des Nations unies en interprétation du droit international par l'État du Vanuatu, qui risque de s'enfoncer, comme vous le savez, puisqu'à chaque fois, ils font des conférences de presse, ils prennent des tubas et se mettent un peu en dessous du niveau de l'eau pour illustrer leur situation. Le juge international, je vous dis qu'il y a le droit positif, le droit particulier, mais il y a aussi la coutume internationale. Ça veut dire que n'importe quel État pourra un jour faire un procès à un autre État qui est polluant. Ça avait été déjà commencé une première fois. Je sais que le Vanuatu a fait un procès à la Roumanie parce qu'elle avait beaucoup de centrales thermiques au charbon, comme en Chine d'ailleurs, et on lui a répondu effectivement qu'il n'y avait aucune règle de droit international qui permettait de sévir contre ce problème. Et donc, par conséquent, à peu de choses près, maintenant, on a une portée universelle sur le sujet, et merci au contentieux climatique, avec une bonne organisation, et on peut effectivement faire remonter encore plus fort l'appel à la règle de droit. Alors, j'en ai terminé. À quoi ça sert tout ça? Eh bien, c'est quand même pratiquement cette idée, l'obligation d'agir. Ça, c'est quelque chose, sur la contrainte. On a en droit français un article 915 du Code de justice administrative qui dit que le juge peut envoyer des contraintes, des amendes, etc. Donc, la difficulté de la décision de justice, c'est que l'État peut très bien dire, d'ailleurs, c'est la question qu'on se pose tous, quand je vous parlais tout à l'heure du procès sur les droits de douane, c'est que monsieur le président de la République américaine, il peut très bien dire « Oh, mais c'est la Cour suprême, moi je m'en fiche.
quelle est la contrainte? C'est joli comme question. Évidemment, la contrainte, ce sera que tous les juges fédéraux qui sont nommés par le Parlement et par le président, d'ailleurs aussi en même temps, se révolteront. Ça, il y aura quelque chose. Donc la bataille va être difficile. Et puis ce qui est très intéressant, pratiquement, il y a deux choses à vous dire, j'en ai terminé, c'est que tout ce droit-là oriente la transition. Je vous montrerai tout à l'heure, parce que je sais que certains d'entre vous, là, ce qu'on appelle la transition économique et la transition énergétique, on a des éléments de direction grâce à des décisions de justice. Et on peut bâtir ce que j'appellerais un code de la transition énergétique ou de la transition écologique, plutôt que de rester dans le vague, dans les plans, dans les principes de respect de la sobriété. On peut entrer dans le dur. Et puis avec Corinne Lepage aussi, pour en terminer, on a fait aussi un texte qui s'appelle la Déclaration des droits de l'humanité, c'est-à-dire de reconnaître des droits et des devoirs de l'humanité, qui est en cours d'examen à l'ONU, enfin je vous en parlerai un autre jour, et qui pratiquement montre la direction à suivre. Le plus beau mot de la langue française, c'est le mot sens. La direction, on commence à l'avoir par le droit, et, comment dirais-je, la signification, on verra plus tard. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des réponses? Très rapidement, parce qu'il va falloir que je parte en cours. C'est l'heure des cours bientôt. Alors ça ne concerne pas directement le droit climatique, mais je voulais juste vous présenter un exemple de séparation des pouvoirs entre le politique et le judiciaire. Oui. Voilà. Pas très loin d'ici, il y a des terres agricoles qui s'appellent le triangle de Gonesse. Je connais l'histoire. Vous connaissez l'histoire? Oui, très bien. J'avais passé devant la cour administrative d'appel. Voilà. Et, alors peut-être que vous ne savez pas, c'est que le préfet du Val d'Oise a demandé au tribunal administratif de censurer une partie du rapport de la commissaire enquêtrice qui émettait des réserves. Le projet actuel, c'est la construction d'une cité scolaire, donc entre deux aéroports, donc dans un temps d'exposition au bruit. Et la commissaire enquêtrice, très justement, a dit « OK pour la ZAC, mais pas de cité scolaire à cet endroit-là. » Oui. C'était ça la réserve. Normalement, une réserve doit être levée. Oui, en principe, oui. Eh bien, non. Eh bien, le préfet a demandé à ce que le tribunal administratif retire cette réserve. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est très critiquable, mais je n'ai pas les éléments du dossier. Je crois que vous faites partie d'une association. Oui. Mais vous avez d'excellents avocats. Donc, il faut leur poser la question directement. Mais moi, si je n'ai pas les pièces du dossier, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Et en fait, on ne peut pas critiquer devant un tribunal administratif un rapport. On ne critique qu'une décision. Et il faut voir en quoi la décision qui a été prise du préfet de lever les réserves est contraire au rapport lui-même. C'est par là qu'il faut chercher. Voilà ce que je peux vous dire, rapidement. Non, juste une question concernant le fait que, enfin, vous avez évoqué au début la difficulté à avoir un droit positif, notamment en France, qui soit parfait, parce que opérationnel. Opérationnel, ouais, c'est ça. Et on sait que notre droit dit romain, moi je ne suis pas juriste, mais enfin est quand même très particulier dans le monde. C'est un des types de droits. Il y a des droits qui sont moins écrits, pour parler du droit plutôt de type anglais, du type anglo-saxon. Et est-ce que dans cette affaire de l'évolution du droit international, entre guillemets, il faut viser à écrire les choses, ou alors au contraire à travailler de façon, comme le feraient plutôt les Anglais, par jurisprudence, par influence, Ma question n'est peut-être pas très claire, mais je pense que tu veux en venir. Mais je crois qu'il faut voir le problème d'un autre optique. Ce qui a été très contraignant et très utile quand on sait s'en servir, c'est le droit européen. Et donc le droit européen,
qui est le plus achevé. Il y a je ne sais plus combien, 500 directives, 20 règlements, etc. Nous, en général, on l'appliquait. Et même si le gouvernement français ne les transcrit pas, les normes qui contiennent des caractérisations précises et inconditionnelles s'appliquent automatiquement. Donc, ce qui me gêne le plus dans l'état actuel des choses, ce n'est pas les hésitations du droit français qui sont assez, comment dirais-je, brinque-ballante, c'est l'attaque qui est faite sur l'Union européenne. C'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est celui-là. Parce qu'on avait un volant de protection qui est entre le droit international et le droit interne. Et il avait cette faculté de s'appliquer directement. C'est ça qui m'intéressait. Et les progrès qui ont été accomplis, c'était grâce à ça. Par exemple, il a fallu que ce soit l'Europe qui dise on ne fera pas simplement des études d'impact sur l'environnement, on fera sur le climat. Et donc, on est obligé de transcrire. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de résistance là-dessus, mais moi, de toute façon, je suis un intolérable, si j'ose dire optimiste. Ce sont les circonstances qui vont nous obliger à bouger. Que vous le vouliez ou non, ça bougera. Et donc, l'intelligence, c'est de prendre de l'avance. Et moi, ce que je vois, ce qui est intéressant, c'est que dans les projections à 2050-2100 sur le réchauffement climatique, l'Europe sera un peu protégée, mais les États-Unis, la Russie et ces gens-là, on va en prendre plein la figure. Donc, comment dirais-je, ils vont regretter de ne pas avoir une politique environnementale. Et dans la politique environnementale, c'est une politique de court terme et de responsabilité vis-à-vis de la génération. Les générations. J'ai été à un colloque sur le droit industriel, mais je me suis fâché avec l'auditoire et les gens. Ils disaient oui, il y a le droit de l'environnement, mais on a réussi à l'interpréter, ça ne gêne pas tellement nos activités. J'ai dit, vous n'êtes plus dans le droit de l'environnement de papa de 1970, vous êtes sur une question universelle, et vous devez vous préoccuper de savoir ce que vous faites pour vos enfants. Vous êtes là en tant que représentant de telle ou telle activité, mais pensez aussi aux autres. Ah, ça les a secoués un peu quand même. Mais ça